Bienvenue dans le MAG sur School TV. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives qui façonnent l'avenir de l'éducation. Et je suis bien sûr en compagnie de Cécilia Brio. Salut Cécilia. Salut Alix. Au sommaire de cette émission, comment prévenir la violence chez les jeunes? Si certains adolescents se retrouvent parfois pris dans des comportements violents, il est essentiel de comprendre les mécanismes et les contextes qui les y conduisent. Aujourd'hui, rencontre avec Abel Boilly, président de Tous Uniques, Tous Unis, qui nous présentera le travail concret mené sur le terrain par son association. Nous ferons notamment un focus sur le dispositif Boost Impact Jeunes, une initiative qui fédère autour d'alternatives positives et encourage l'engagement des jeunes en décrochage. Et dans ta loupe, Cécilia, de quoi nous parles-tu? D'une légende de la boxe qui est très investie contre les rixes. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Abel Boilly. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu présent. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore Tous Uniques, Tous Unis, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association? Alors c'est une association qui a bientôt 10 ans, qui travaille sur les problèmes qui concernent les réalités de la jeunesse, les violences faites aux femmes et aux enfants et la situation du handicap. Donc nous intervenons auprès de tout dispositif d'insertion ou de réinsertion, des associations, mais des centres de formation, mais aussi en milieu scolaire, dans le milieu du football aussi, et en milieu carcéral si besoin est aussi. Cette association, elle a 10 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à la créer? Déjà, c'est mon parcours personnel parce que je suis ce qu'on appelle un ancien enfant de quartier populaire. Et c'est le fait de voir aussi cette augmentation de la violence qui a été amplifiée par la prolifération des réseaux sociaux et du numérique. Et j'ai l'habitude de dire que c'est un virage qu'on a loupé dans la société par rapport au suivi des jeunes. Et c'est vrai que suite à cela, j'ai décidé de me lancer moi-même de façon aussi indépendante en créant mes propres programmes, en m'entourant d'une équipe très compétente. Et je suis très content parce que nous sommes très sollicités sur le terrain. Et donc ça prend la forme c'est donc une plateforme. Bien sûr. À quoi est-ce que ça ressemble? Vous proposez différents modules. Voilà, qui vous sollicite? Comment ça marche? Alors, comme je le disais, nous sommes sollicités aussi bien par des écoles que par des associations, que par des centres d'insertion ou de réinsertion. Et c'est vrai que nous avons mis en place une vingtaine de modules où chaque intervenant est référent ou référente. Donc, on peut parler aussi bien de la confiance en soi, du trafic de drogue, de la prostitution des mineurs, des violences faites aux femmes, d'écologie, de la prise de parole en public. Nous faisons aussi des dialogues police-jeunesse avec des policiers et des policières qui font partie de notre association. Donc on essaie de brosser un panel le plus complet par rapport aux défis auxquels sont confrontés notre jeunesse aujourd'hui. Et vous, par exemple, vous êtes référent des modules comme les théories du comportement. Théorie du comportement. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'abord de partager mon parcours personnel auprès des jeunes parce que j'estime que le jeune a besoin de facteurs d'identification. Si nous arrivons devant eux avec une posture trop professorale, ça ne leur parle pas en fait. Donc nous avons souvent des jeunes qui sont en phase d'insertion ou en besoin de réinsertion suite à des parcours de vie qui sont assez compliqués, que ce soit dans le cadre familial ou suite à du harcèlement scolaire ou la réalité de la rue pour parler de façon plus globale. Donc je leur parle de mon parcours de vie en allant assez loin dans l'intimité de ce que j'ai vécu parce que chaque jeune peut se retrouver face à telle ou telle situation. Et ça ressemble à quoi concrètement? Parce qu'il faut savoir aussi que vous avez une formation de psychologue. Exactement. C'est du parcours de vie, c'est aussi du débat. Je suis aussi dessinateur de manga, donc j'illustre aussi des situations de vie au travers du dessin, donc ça parle énormément. Et on se retrouve à avoir énormément de confessions parce que les jeunes, ils ont besoin de parler en fait. Donc si la posture est trop professorale et que je monopolise la parole, c'est pas intéressant. Donc on part de mon parcours de vie pour aller vers le leur. Et là, on leur donne des astuces, notamment par rapport à la difficulté de l'effet de bande, de l'effet de groupe, qui est vraiment, je dirais, le cancer de l'âme par rapport à la bascule vers la délinquance, donc on aura l'occasion d'en revenir effectivement. Oui, et comment les jeunes eux-mêmes réagissent à ces modules? Est-ce que vous avez des exemples? Alors ils sont très sensibles, donc déjà ils nous confient tout ce qu'ils vivent. Nous, ça nous permet aussi d'être des relais entre les jeunes et même les dispositifs dans lesquels ils sont déjà. Parce que des fois ils arrivent à plus nous parler à nous qu'aux éducateurs qui les suivent. Donc c'est une responsabilité et il y a beaucoup d'émotions forcément parce qu'on a affaire à des jeunes qui sont très fracturés, beaucoup de violences physiques, psychologiques, sexuelles. Donc il faut avoir aussi ce recul nous-mêmes
pour ne pas être trop pris dans les émotions et garder notre posture professionnelle tout en restant bienveillant. Mais c'est quelque chose de passionnant parce qu'on rencontre énormément de jeunes qui ont besoin d'être écoutés et qui ont besoin de parler surtout. Et donc, parlons du sujet central de cette émission, la prévention des violences. Qu'est-ce que ça englobe exactement? Alors, si vous me permettez, j'aimerais dire une chose sur comment est-ce qu'en France, on est en retard sur la prévention. Pourquoi? La prévention, elle est censée arriver avant la manifestation de la violence, c'est-à-dire quand ça va bien pour le jeune, avant que le décrochage ait commencé. Malheureusement, en France, on a tendance à être appelé quand le décrochage a commencé. Ce qui fait que comme on a accumulé beaucoup de retard au fil des années, aujourd'hui, commencer à intervenir sur le créneau 16-25 ans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est trop tard? Mais oui, c'est trop tard. Aujourd'hui, il faut commencer dès l'école primaire, parce que quand vous voyez les problématiques amplifiées par la prolifération des réseaux sociaux, je vais donner un exemple très concret. Moi, je me suis retrouvé dans une classe de CM2 avec une fille qui me disait que sur la boucle cryptée Telegram, elle regardait des vidéos de viol en CM2, en fait. Donc, c'est quelque chose qui vous glace le sang. On a énormément de témoignages et moi, je dis toujours qu'il faut commencer dès l'école primaire. Et donc, vous intervenez aussi auprès des parents ? Oui, tout à fait. Et les parents, justement, on les interpelle sur l'utilisation d'Internet de leurs enfants. Parce que eux sont nés dedans. Les réseaux sociaux, Internet, ça a toujours existé, tandis que nous sommes une génération qui a vu Internet arriver et qui a dû s'adapter. Donc, il y a beaucoup de codes que les parents ne comprennent pas. Vous avez même des parents, tout simplement, qui mettent des restrictions parentaux sur les téléphones. Mais les enfants ont des tutos sur TikTok et Snapchat, comment les faire sauter. Et on se retrouve avec des mômes dès 8-9 ans qui savent faire sauter la restriction parentale et qui consomment déjà de la pornographie, par exemple. Et comment on détecte un jeune à risque de basculer dans la criminalité ou la violence? Alors déjà, on peut voir qu'il y a des signes comme l'appétence pour la violence. Quand on parle avec les jeunes, on voit quels sont les contenus qu'ils aiment regarder. Donc quand vous avez un jeune... Ça, on peut détecter, très jeune. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire de la prévention très tôt, en fait. Parce que le jeune ne va pas en parler avec sa maîtresse ou son maître à l'école, forcément. Donc c'est pour ça qu'avec l'éducation nationale, je pense qu'il faut ouvrir encore plus l'accès aux associations. Parce que quand vous voyez que des jeunes très tôt sont fans de vidéos, excusez-moi l'expression un peu vulgaire, mais de meurtre, de viol ou de décapitation, c'est pas normal déjà. C'est déjà pas normal. Donc il faut faire de la prévention avant que, quand vous voyez des jeunes qui, dès l'école primaire, sont fans d'armes à feu, il y a l'aspect de la Kalachnikov qui est l'arme un petit peu modèle pour tout le monde, le 9 mm aussi. Et malheureusement, sur certains territoires, ils ont des mauvais exemples aussi. Ils sont exposés parce que nous, on a eu des témoignages de jeunes, pareil en école primaire, qui nous disent que, entre guillemets, les grands du quartier les incitent déjà à transporter de la drogue dans des cartables parce qu'on n'imagine pas qu'un minot de 9 ans, tout mignon avec son cartable, puisse avoir du shit. Oui, parce que la plupart des jeunes délinquants sont d'abord victimes de leur environnement. Exactement, c'est-à-dire il y a une mauvaise influence et certains sont forcés aussi. Et si vous rajoutez que des fois dans les familles, ça ne se passe pas toujours très bien, vous avez de la violence verbale, physique, voire sexuelle, donc c'est un cocktail qui est assez dangereux. Cécilia ? Comment expliquer ce retard en France? Parce qu'on multiplie les plans gouvernementaux justement pour faire de la prévention. Qu'est-ce qui explique qu'on est si en retard, comme vous le dites? Parce que ces plans de prévention ont commencé trop tard. Les réseaux sociaux ont explosé, fin des années 2000, début des années 2010. Et au début, on était tous très contents parce que ça nous permettait de retrouver les gens avec qui on était à l'école primaire ou au collège. Mais les jeunes, très rapidement, ils ont appris à l'utiliser de différentes manières. C'est-à-dire que quand on est jeune, déjà, on est toujours un petit peu attiré par l'interdit. L'interdit représente une sorte de défi où on pense que ça va nous permettre de nous accomplir. Sauf que les interdits sur lesquels ils sont allés très tôt, vous avez accès à la criminalité, vous avez accès à des pornographies au pluriel. Et je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce que les jeunes nous disent, ça fait vraiment froid dans le dos, comme je le disais tout à l'heure. Et puis surtout la défiance de l'autorité aussi. Parce que lorsqu'un jeune est addict aux réseaux sociaux, l'influenceur ou l'influenceuse ou le référent ou la référente remplace le parent dans son esprit en réalité, parce que le parent apparaît tout de suite comme une personne dépassée, has-been, moralisateur ou moralisatrice qui embête le jeune. Donc le jeune ouvre des boîtes de Pandore vers une excitation malsaine qui est sans limite au final. Mais vous pensez que, puisque vous le disiez tout à l'heure, certains arrivent à faire sauter l'autorisation parentale, est-ce que la prévention suffit ?
La prévention ne suffit pas. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, je dis toujours qu'une société doit fonctionner à travers le triptyque prévention, sanction et répression. C'est-à-dire la prévention dans le meilleur des cas avant que le décrochage soit enclenché, mais il faut redonner un sens à la sanction. Aujourd'hui, vous parlez à des jeunes adolescents qui peuvent avoir entre 14 et 18 ans, qui ont déjà un rapport à la vie, à la mort qui est complètement brisé. Presque cynique. Qui assument qu'ils ne savent pas s'ils seront vivants à l'âge de 20 ans, mais ce n'est plus un problème pour eux. Et aujourd'hui, la prison, ça ne parle plus. On le voit sur les réseaux sociaux. Quand vous avez des influenceurs en cellule qui vous expliquent comment fêter son anniversaire en prison, comment cuire un poulet rôti ou cuire un gâteau, c'est extrêmement compliqué. Donc on a loupé tout ça et le politique, pardon de le dire, mais il est vraiment largué. Parce que ça fait des années que l'on alerte. Et là, il y a le fléau de la prostitution des mineurs. Peut-être qu'on pourra en parler après aussi, qui s'est rajouté à tout cela. Et on court, en fait, après un temps perdu, en se disant, en tant qu'acteur de prévention, on sème des graines sans avoir même la certitude, in fine, que ça aboutira à un fruit. Mais pour en revenir à ces jeunes délinquants, finalement, victimes eux aussi de leur environnement, comment est-ce que votre travail, à vous, prend en compte cette double réalité ? Alors, la première prise en compte que l'on doit avoir, c'est la différence entre l'effet de groupe et l'effet de bande. Et là, on est dans la psychologie quelque part aussi. Un groupe, ça se construit, ça se déconstruit, ça dépend de l'idéologie qui l'anime. Mais l'effet de bande, c'est particulier parce que la première caractéristique, c'est de prendre possession d'un lieu. Ça peut être un banc, une école, un quartier tout entier. Et dans l'effet de bande, la deuxième caractéristique, c'est de créer ses propres règles en dehors des règles de la République. Et c'est là où le décrochage, en fait, commence. Et c'est là où le premier pas vers la délinquance, qui ne se manifeste pas forcément tout de suite par une violence extrême. Ça peut être un éloignement déjà, c'est-à-dire que mon pote, je préfère l'écouter que ma maman ou mon papa. Je commence à prendre des mauvaises habitudes. Donc il y a l'influence de la bande, en fait, sur laquelle il faut travailler, qui est très important. Parce que, comme je le disais, dans les familles de ces jeunes, c'est pas la joie souvent. Beaucoup de violence. Et en plus, on sait que le modèle familial aujourd'hui aussi, quelque part, il se cherche parce qu'il y a tellement de modèles. C'est pas facile d'être parent aujourd'hui. C'est pour ça que l'accompagnement à la parentalité, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on ne devient plus parent selon des choix de vie. Il y a des accidents aussi qui font que... Et il y a la thématique très importante aussi, des agressions sexuelles et des viols chez les jeunes qui est vraiment, ça vous fait froid dans le dos. Ça fait la 3e fois que je le répète, mais il y a un rapport à la violence, à l'autorité. Que vous liez là aussi à l'effet des réseaux sociaux ? Tout est lié, mais bien sûr, mais parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on était jeune... Parce que ça normalise... Mais ça normalise surtout que la consommation de la pornographie a changé. C'est plus la cassette VHS que vous essayez de cacher à votre maman. C'est des petites scènes de 2-3 minutes. Mais là aussi, qui est censé être plus contrôlée. Mais qui ne l'est pas du tout. Qui ne l'est pas du tout. Mais du coup, on fait quoi ? On coupe totalement les réseaux sociaux en France ? Pour moi, c'est la fausse bonne idée. Je vous dis, on arrive trop tard et on va en perdre des jeunes. Il faut être très honnête dessus. Il faut commencer la prévention beaucoup plus tôt, dès l'école primaire. Ça veut dire que là, vous êtes en train de dire que les décrocheurs confirmés, entre guillemets, c'est trop tard. On pourra en rattraper parce qu'il y a toujours des repentis, si vous me permettez l'expression, mais moi, je vous le dis clairement. On peut quand même espérer les réintégrer. On se bat pour et on le fera, parce que c'est notre rôle. Mais moi, je vous le dis, avec ce que l'on voit, les gens qui ont des discours de sauveurs, ils sont irréalistes. Il y en a qui sont allés tellement loin. C'est extrêmement compliqué. Il y en a que l'on va perdre. C'est pour ça qu'il faut commencer beaucoup plus tôt. Dès les classes de CE1, CE2, même pas attendre le CM2. Ce que vous faites dans votre Exactement, ça nous arrive. Parce vous intervenez dans les classes ? On intervient aussi en école et dès les classes de CE1, il y a des jeunes qui ont des téléphones portables et qui sont déjà addicts à de la pornographie. Et ça vous arrive d'en identifier certains jeunes qui peuvent potentiellement avoir des comportements problématiques en grandissant ? Effectivement, mais comme aussi on parle beaucoup, en fait, les jeunes nous parlent, comme je vous dis, la méthode que l'on utilise. C'est plutôt la confiance. Voilà, on parle de nos parcours de vie, ça les touche. Et puis le dessin, les jeunes sont fans de manga. Donc voilà, il y a une atmosphère de confiance qui se fait, qui fait que les jeunes parlent vraiment tout de suite en réalité. Mais typiquement, quand vous identifiez un jeune, un tout jeune, école primaire, qui potentiellement pourrait avoir des comportements problématiques en grandissant, qu'est-ce que vous faites ? Comment est-ce que vous agissez ? Alors déjà, il y a le fait de travailler avec le maître ou la maîtresse de la classe, travailler aussi avec le chef d'établissement. On voit selon les cas, est-ce qu'il faut alerter les parents ? Parce que lorsque le jeune il est issu d'une famille où les parents sont violents, parce qu'il y a une statistique qui fait froid dans le dos, dans toutes les classes, vous avez potentiellement 2 à 3 enfants qui sont victimes d'inceste. Il y a la question de la pédocriminalité qui est un immense tabou dans la société française.
On travaille aussi avec la police, forcément, lorsqu'il y a des signalements à faire. Est-ce que l'enfant doit être arraché au cercle familial qui est toxique pour être placé en foyer ou en famille d'accueil? Donc, il y a tout ce travail qui dépasse, en fait, le travail du simple éducateur. Parce Donc, vous vous entourez d'experts. Exactement. Et on travaille avec je vous dis, on a des policiers. Et puis aussi, on est obligé d'être en contact avec les autorités et les institutions étatiques parce qu'il y a vraiment des drames qui se passent au quotidien. On le sait aussi, il y a différentes formes de violences. Il y a des violences initiatiques, celle de la bande dont vous parlez, des violences liées à l'exclusion sociale. Tout à fait. Comment est-ce que vous identifiez les différentes formes de violence et est-ce que vous les abordez différemment pour les traiter ou est-ce qu'in fine, une violence est une violence? Je dirais qu'in fine, une violence est une violence parce que quand on voit le fruit, c'est la même chose. À la limite, le comment ça a commencé et j'en reviens au retard de la prévention. On a déjà loupé ce passage. Donc moi, j'arrive quand le jeune, souvent, pas au niveau de l'école primaire, bien entendu, mais souvent le jeune, il est déjà tombé dans le trafic de drogue ou la consommation de drogue. Le trafic d'armes qui n'est pas très loin. Et des fois, je me suis retrouvé avec des jeunes de 15-16 ans qui sont déjà tombés dans le proxénétisme. On accompagne beaucoup de filles aussi qui sont aussi dans des réseaux de prostitution qui correspondent à l'exploitation sexuelle de mineurs et qui fait le lit de la pédocriminalité. Donc ce sont des sujets extrêmement durs. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, j'en veux aux politiques. J'assume de le dire en fait parce qu'on alerte depuis sur des fléaux. La prévention, il faut la commencer tôt. Et on a minoré la capacité du jeune à rentrer dans la phase sombre de sa personnalité très tôt. C'est dès l'école primaire que les semences germent parce que dans certains territoires, le collège devient une plateforme de décrochage social, scolaire, professionnel, culturel, psychologique, voire psychiatrique dans certains cas. Et on sait le manque de pédopsychiatres, le manque de psychologues aussi, le manque de personnel au sein de l'éducation nationale. Donc les professeurs eux-mêmes se retrouvent dépassés des fois. Et qu'est-ce qui explique que dans un même environnement, certains jeunes dérapent quand d'autres parviennent à résister et s'en sortent? C'est une question de valeur parce qu'il faut quand même dire que même si on a des violences toujours plus graves avec des personnes toujours plus jeunes, heureusement que ce ne sont pas tous les jeunes qui ont subi des difficultés qui tombent dedans. Il y a encore des jeunes qui ont des valeurs et sur eux, vraiment, on les tient pour qu'ils puissent tenir parce que la tentation, elle est là. Parce que l'appel, c'est quoi? C'est l'argent facile qui vient en écho à une difficulté sociale. C'est l'appel de l'argent, en fait, tout simplement, entre guillemets. Parce que lorsque vous allez sur des réseaux, que vous avez des influenceuses, des influenceurs qui vous montrent des villas à Dubaï, ils peuvent voyager, avoir le dernier sac Chanel, la dernière voiture, ça fait rêver beaucoup de jeunes, en fait, qui comparent en réalité. Et les gens tombent, on leur propose, tu peux gagner de l'argent, les gens tombent dedans. Donc il faut travailler aussi auprès des jeunes, et c'est quelque chose que l'on fait, le rapport à l'argent. Et pourquoi je dis ça ? Parce que quand j'accompagne une fille qui sort des réseaux de prostitution de mineurs, par exemple, ou quand j'accompagne un jeune garçon qui sort du trafic de drogue, on voit qu'il y a un écœurement par rapport aux espèces. C'est-à-dire que le rapport à l'argent se retrouve totalement perturbé en réalité parce qu'ils en ont touché beaucoup et trop tôt, sans avoir la maturité pour pouvoir le gérer. Donc aujourd'hui, le métier d'éducateur n'est plus le même qu'à 10, 15, 20 ans. Il évolue. On est obligé d'être psychologue. Le côté grand frère ou grande sœur qui dit obéis et tais-toi, qui vient juste dire c'est bien, c'est pas bien, ça ne marche plus. On est obligé de rentrer dans le cœur des gens, de rentrer dans le parcours des gens pour essayer de dénouer des nœuds et c'est pas évident. Il est plus dur aujourd'hui le travail. Restez avec nous, Abel, c'est l'heure de la loupe de Cécilia. Et Cécilia, la région Île-de-France a lancé une nouvelle initiative en 2025 pour lutter contre le phénomène des RICS. Oui, Alix, parce que 84% des RICS recensés au niveau national se concentrent en Île-de-France. La région a lancé un réseau de lutte contre les RICS. Alors l'objectif, c'est de comprendre l'origine de ces violences juvéniles, de les prévenir et de restaurer le dialogue avec les quartiers. Ce réseau de lutte est piloté par l'agence Oriane, qui est l'agence régionale de la promesse républicaine et de l'orientation. On écoute son directeur délégué. La région Île-de-France a lancé en juin dernier un réseau régional de lutte contre les RICS, voulu par la présidente de région Valérie Pécresse et le directeur général de l'agence Oriane, Jean-Marc Mormec. Le lancement de ce réseau fait suite à la création d'un dispositif en 2024 de lutte contre les RICS, permettant de soutenir les projets associatifs
qui permettent de sensibiliser, de prévenir et d'anticiper ces phénomènes d'affrontement entre bandes. Ce dispositif nous a permis de soutenir près de 50 associations pour plus d'1 demi-million d'euros de subventions. Et donc, la suite logique à cela était de lancer un réseau régional afin de pouvoir animer cette politique publique au niveau de la région Île-de-France, ce que nous avons fait en réunissant à la région des chefs d'établissement, des responsables associatifs, des policiers, des magistrats, des maires, des parents, mais aussi des jeunes qui veulent en finir avec ce phénomène malheureusement trop présent dans notre région. En finir avec ce phénomène dans notre région, c'est aussi le combat du directeur général de l'agence Oriane qui s'appelle Jean-Marc Mormec. Alors cette ancienne légende de la boxe française, 6 fois champion du monde, se mobilise aussi pour les jeunes des quartiers populaires. Alors après le sport de haut niveau, ce Guadeloupéen arrivé en Seine-Saint-Denis à Bobigny à l'âge de 6 ans est devenu haut fonctionnaire. D'abord en 2016, il est nommé délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. En 2019, il devient délégué régional des quartiers populaires en Île-de-France, avant de prendre la tête de la région de l'agence Oriane en 2023. Alors justement, Abel, qu'est-ce que vous pensez de ce dispositif? Première question. Deuxième question, est-ce que selon vous, il faut être forcément issu d'un quartier populaire pour comprendre les jeunes et pour justement lutter contre ces phénomènes de violence? Alors, premièrement, qu'est-ce que je pense de ce dispositif? Bah oui, c'est bien, il faut agir, mais attention à l'excès de communication qui ne sert à rien. On a l'impression que c'est Merlin l'Enchanteur qui arrive et qui va régler ça. Il faut être très clair. Le département de l'Essonne concentre 25% des RICS de toute la France. Et dans tout ce qu'on est en train d'aborder depuis le début de cette émission, il faut être très réaliste sur une chose. Ça va prendre au moins 10-15 ans, peut-être 20 ans pour revenir à une situation à peu près stable. Tellement on a accumulé de retard. Donc oui, ce qu'il y a à faire, il faut le faire tant que la prévention est bien faite, tant que l'on redonne du sens à la sanction. Et la deuxième question, déjà, quelle était Piège de Cécilia. Est-ce qu'il faut être forcément issu d'un quartier populaire pour comprendre justement les jeunes Pas du tout. Pour moi, ça, c'est une sorte de racisme social et ça, je le dénonce. Et moi, je le dis, il y a des mauvais éducateurs, même dans notre domaine, il y a des mauvaises associations qui disent que si on n'est pas issu d'un quartier populaire, on ne peut pas comprendre ces jeunes. Non, ces jeunes, il faut juste les aimer. Ça fait peut-être bisounours de dire ça, mais ces jeunes ont besoin d'affection. Parce que vous avez un fléau aussi qui est l'absence du père. Vous avez beaucoup de familles monoparentales avec des mamans forcément qui sont toutes seules. Les jeunes ont besoin d'amour, ils ont besoin de cadre, ils ont besoin de parler, même quand ils ont accompli des choses très difficiles. Ça ne veut pas dire que l'on cautionne, pas du tout. Mais il faut donner ces cadres-là. Et quand on part de là, le jeune peut s'ouvrir et peut être bien disposé. Parce qu'ils sont vraiment fracassés, comme je le disais. Donc non, on peut être issu de tout milieu. Et tant qu'on a la volonté de vouloir ajouter sa pierre à l'édifice, tout le monde est le ou la bienvenue, il n'y a pas de souci. Abel, vous connaissez bien sûr l'histoire des frères Kessassi. Pour rappel, Amine Kessassi, militant écologiste à Marseille, a déjà perdu son grand frère, Brahim, dans un narcomicide en 2020 et vient de subir un nouveau drame avec l'assassinat de son petit frère. On l'a reçu dans cette émission. Vous êtes entretenu avec lui récemment. Que peut-on apprendre de ce drame? Qu'il y a une sorte de point de bascule dans le sens où vous avez la confirmation que ces jeunes narcotrafiquants ont pour modèle les organisations mafieuses. Leur modèle, c'est quoi? C'est les mafias italiennes, les mafias sud-américaines, les grandes familles new-yorkaises. Et effectivement, on voit Amine qui avait perdu son grand frère qui, lui, était dans le narcotrafic. Et il y a une sorte de message qui lui est adressé parce que le petit frère Mehdi, qui lui voulait devenir policier, en plus, là il arrive ce drame. Et Amine, on sait à quel point il était engagé. Donc ça montre, je dirais, au grand public, parce que nous, on sait sur le terrain que ça peut arriver, que lorsque l'on veut vous avoir, on peut toucher aux gens que vous aimez pour vous passer un message. Même si on attend des éléments complémentaires par rapport à l'enquête, mais il n'est pas très difficile d'avoir cette conclusion. Et il faut faire attention parce que j'ai l'habitude de dire, si on n'est pas plus sérieux dans la prévention, la sanction et la répression, dans 10 ans, soit la France est un narco-État, soit on aura réussi à sauver un certain nombre de jeunes. On est vraiment
à ce carrefour. Hein. C'est extrêmement dangereux. Et comment la société, nous citoyens, pouvons-nous réagir face à ces violences ciblées? Est-ce qu'on peut faire quelque chose à notre échelle? Déjà, vous savez, quand vous parlez de la société qui n'est pas forcément au fait de tout ce qui se passe dans ces milieux, s'il y a autant de trafiquants de drogue, c'est parce qu'il y a beaucoup de consommateurs. S'il y a autant de prostitution des mineurs, c'est parce qu'il y a beaucoup de consommateurs pédocriminels. S'il y a autant de trafic d'armes, c'est parce qu'il y a beaucoup de consommateurs. Je vais donner 2 exemples, ils sont publics. Quand vous voyez ce député LFI qui s'est fait choper, excusez-moi l'expression, dans le métro, son dealer était mineur. Quand vous voyez l'ancien patron de l'INA, pareil, le dealer était un mineur. Donc ça dit quelque chose de la société parce que souvent, vous avez l'extrême droite qui aime critiquer cette population. Mais la délinquance en col blanc, elle est liée à ces trafics aussi. Et ça, il faut pouvoir le dire. Si là-haut, il n'y a pas de complicité, ça sera peut-être plus difficile, mais il faut dénoncer les complicités de la délinquance en col blanc aussi. Oui, Abel, on va finir par une touche qui donne un peu d'espoir. Du moins qui donne de l'espoir. Une initiative à laquelle vous participez, le Boost Impact Jeune. En quoi consiste exactement cet atelier, si je puis dire? Alors, c'est un dispositif qui a été fondé par les apprentis d'Auteuil. D'ailleurs, je salue Patricia Ganin et Amanda Gomis sur Saint-Ouen. Et en fait, le but, c'est d'accompagner des jeunes qui sont en décrochage scolaire souvent. Et c'est de faire un accompagnement personnalisé. Parce que vous avez des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement psychologique. Vous avez des jeunes qui ont besoin de reprendre leurs études. D'autres qui sont en recherche d'un emploi. Donc, il y a tout un tas d'ateliers qui sont mis en place avec plusieurs associations qui interviennent pour échanger avec les jeunes, pour identifier les besoins et pour pouvoir les accompagner du mieux possible. Et donc là, ce ne sont pas forcément des jeunes violents? Il y a des jeunes qui sont passés par des parcours violents aussi, mais c'est vrai que c'est plus diversifié, effectivement. Vous avez aussi écrit « Qu'est-ce qu'être un Français ?» Oui. Pourquoi vous réagissez comme ça? Une si française interrogation. Oui, je rigole toujours parce que si on doit se poser la question, c'est la preuve que ça ne va pas. Et pour la petite anecdote, c'est un livre que je n'avais pas prévu d'écrire, mais c'était suite à un débat télévisé chez l'un de vos confrères où je vois 2 personnes françaises d'origine maghrébine, les 2 qui se sont disputées pendant 2 heures pour se dire « moi, je suis plus français que toi ». Et j'ai trouvé ça tellement affligeant en réalité. Donc j'ai écrit ce bouquin où j'essaie d'analyser les arguments de chacun avec la subjectivité qui est la mienne. Je donne ma définition ou ma conviction, mais surtout je donne la parole à 20 personnes qui votent de l'extrême gauche à l'extrême droite et qui sont dans l'abstention, qui représentent toutes les catégories socio-professionnelles, à qui j'ai demandé « écris-moi en 2-3 pages, qu'est-ce qu'être français ou française pour toi ?» Et personne ne savait ce que les autres écrivaient, donc ce qui fait que le lecteur ou la lectrice a la possibilité de ne pas être d'accord avec moi, mais d'être d'accord avec une autre des opinions. Donc je trouvais l'expérience intéressante. Oui, justement, vous parlez beaucoup de réconciliation avec la République et de la citoyenneté. Pour beaucoup de jeunes, la politique semble loin de leur quotidien. Certains sont démotivés ou même cyniques vis-à-vis de la société. Comment les amener à croire qu'ils peuvent agir concrètement? Déjà, il faut leur redonner la définition originelle de la politique qui est celle de s'intéresser à la vie de la cité. Ce n'est pas une question de parti de gauche, de droite ou autre. Lorsque quelqu'un crée une association, la personne fait de la politique en réalité. Même si ce n'est pas au sens qu'on le croit. Moi, j'assume que parce que je fais, puisque les programmes que nous mettons en place sont imbibés de nos convictions, même si elles sont humanistes et universalistes, c'est de la politique, parce qu'on est engagé dans la vie de la cité. Donc moi, j'engage les jeunes, si les partis ne les intéressent pas, à créer des collectifs, à monter des associations, d'autant plus qu'ils et elles sont sur le terrain et sont en contact quotidiennement avec ce qui va bien et ce qui ne va pas. Donc ce sont les meilleurs ambassadeurs de leur propre cause en réalité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Abel Boïs, c'était Riche, président de Tous Uniques, Tous Unis. Merci à toi Cécilia. Quant à moi, je vous dis à demain pour une autre émission.